appelle les oiseaux de prairie, les oiseaux qui font leur nid au sol dans les prairies. On va parler surtout du goglu des prés, de la sturnelle des prés, du bruant des prés et du bruant sauterelle, qui est un oiseau un petit peu plus discret. Leur période de nidification s'étend du mois de mai à la mi-juillet, ce qui correspond exactement à la période des premières coupes de foin en agriculture. On dit que depuis les années 70, c'est 67 % des populations des oiseaux des prairies qui ont été décimées. Donc, il existe différentes mesures qu'on peut adopter à la ferme pour les producteurs de foin, les producteurs d'animaux en pâturage. Une des mesures qu'on peut mettre en place, c'est la fauche retardée. Donc, ça consiste à localiser 1 hectare de foin au printemps qu'on ne fauchera pas à la première coupe. Puis, on va venir à la deuxième coupe ou à la mi-juillet, à la fin de la nidification, là, on va pouvoir la faucher. La raison pour laquelle on parle d'1 hectare de fauche retardée, c'est que Alus offre un programme de rétribution. Donc, il faut 1 hectare minimum pour être éligible à ce programme-là. La façon de localiser l'hectare, ça va devenir de début mai à la mi-mai pour voir où il y a le plus d'activité de goglu ou de sturnelle. Le bruant des prés, puis les goglus des prés, même la sturnelle, dans le fond, on va les voir souvent se percher sur les clôtures, sur les poteaux. Donc, c'est un bon moment pour être capable de les localiser, de les observer, les identifier. La sturnelle des prés va surtout faire son nid sur le bord des boisés, donc en bordure de champ. Donc, pour cette raison-là, on peut aussi essayer, si on n'est pas capable de faire 1 hectare de foin retardé, on peut essayer de laisser des bandes. Dans ce cas-là, on ne serait pas éligible à Alus, mais on peut quand même essayer de faire différentes formes, différentes superficies aussi pour retarder la fauche à certains endroits où c'est possible de le faire. Avec les fourches, tu prends ça, tu l'accotes complètement en avant, tu ramènes les fourches un petit peu, puis on a pris 2 serres à métal, puis on a mis un bandard, là, pour les tirer, puis enlever du poids un peu sur un côté. C'est sûr que plus tard, si je fais le mien, je l'adapterai un peu avec mon système de grappin. Je mettrais peut-être un petit système de cylindre là, qui peut aller sur l'hydraulique du tracteur. Tu sais, mettons, si tu vas sur la route, là, débarquer par rentrer le grand côté pour que tu sois légal sur la route. Puis quand tu coupes, des fois, tu vas revirer les coins. Quand tu fauches, il faut que tu débarques. Présentement, si le foin est dense un peu, les chaînes ont tendance à lever. Peut-être ça va passer au-dessus de l'oiseau, on ne le sait pas. Mais en étant plus lourd, ça serait plus bas. Puis je pense que la machine sera pas mal à point. Nous autres, on peut se permettre peut-être d'étirer un peu la saison des foins pour donner une chance aux oiseaux de faire le nid, puis être capable de sortir de le nid. On peut se le permettre, mais c'est parce qu'on fait du foin pour les chevaux. Sur les fermes, c'est autre chose. Qu'est-ce qui arrive sur les fermes, ils font de l'ensilage. L'ensilage, il faut le faire de bonne heure. Fait que les fermes à foin pour chevaux ou pour foin sec, oui, il y a peut-être une possibilité. Cette année, la vitesse cette année, 3,8, 3,9, 4 km/h maximum. Là. Il y en a qui sont plus rapides que ça, tout dépendamment de l'équipement qu'ils ont. Ça dépend aussi comment est-ce que tu es pressé. Je dirais la qualité du foin peut être moins bonne que les autres coupes qu'on a fait plus de bonne heure. Ça, c'est sûr. Le fois que le foin il a vieilli, il y a une partie de la tige en haut est rendue jaune, chose que tu n'auras pas sur l'autre. Mais c'est bien quand même. On avait fait venir la bordée de farouchement pour voir un peu comment on pouvait l'installer sur le tracteur. Et puis, rapidement, j'ai réalisé que dans un système comme le nôtre, il y a beaucoup de clôtures un peu partout. En fait, il y a des allées permanentes où les animaux circulent toujours. Partout, en fait, il y a toujours des fils, des clôtures sur le chemin. Ça, c'est un premier inconvénient où on disait comment on va réaliser ça. Le deuxième inconvénient, c'est aussi que, je pense, mon plus grand champ de foin est de 2 hectares. Puis il n'y a rien de rectangulaire, c'est toutes des parcelles qui sont parfois sur le long, des triangles. Et puis c'était relativement compliqué, trop complexe pour notre système, pour notre ferme à nous, là. Quand je suis allé au Duraclub, ils m'ont approché pour voir si j'étais intéressé à la préservation des oiseaux champêtres. Ils m'ont proposé beaucoup d'options. Quand on a voulu installer la barre d'effarouchement, on s'est aperçu qu'avec notre nouvelle faucheuse, on ne pouvait pas l'installer parce que la faucheuse, elle fauche sur les 2 côtés. Puis, en ayant une barre d'effarouchement juste sur un côté, ça faisait qu'on ne pouvait pas tout le temps débarquer pour aller changer la barre d'effarouchement.
C'est pour ça qu'on a décidé d'aller plus sur un patron de fauche pour les oiseaux. Le patron qu'on a suivi, c'était de faire nos 6 tours en premier, puis ensuite de partir du centre en élargissant vers les côtés pour permettre aux oiseaux là, de s'envoler puis d'aller se nicher ailleurs. Faucher aussi à 4 pouces du sol pour aider aux nids qui sont au sol déjà de passer par-dessus. C'est sûr que nous autres, pour l'année prochaine, on a plus grande superficie en foin. Fait qu'on peut essayer une fauche retardée, 1 hectare sur les 20 qu'on a environ, là, pour voir si c'est mieux aussi pour les oiseaux. L'idée de la fauche retardée pour nous autres, c'est compliqué à mettre en place. On n'a pas de grande surface. On a quand même un chactel assez important pour les surfaces en fourrage. Et puis, cette préoccupation d'avoir une qualité de fourrage constante parce qu'on veut pas complémenter avec autre chose, donc on n'importe pas de grains du tout, ou très peu, ben ça nous oblige d'avoir toujours une qualité. Donc, retarder une fauche après le 4 juillet, par exemple, ça rendrait trop difficile la gestion de qualité de l'herbe. Donc, on a cherché ailleurs des moyens pour essayer d'éviter le conflit avec les oiseaux champêtres, là. Donc, plutôt que d'aller vers retarder les fauches, ce qu'on avait discuté avec Lisanne, je me souviens très bien, c'était d'essayer d'identifier les sites de nidification. Parce que on l'avait déjà vécu, je me souviens, avec des killdeers, des pluviers killdeers, sur une préparation de sol. J'avais très bien identifié le site où la mère était en train de couver ses petits. Et facilement, on avait piqueté, puis on avait juste contourné, puis avait réussi à faire sa nidification complète sans impact de mon travail de sol. Puis ça m'avait donné l'idée à ce moment-là de voir, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de semblable pour le goglu, ou voire même pour la sturnelle. On ne fauche pratiquement jamais les fossés comme tels. On laisse aussi beaucoup de bordures. Tous les champs sont entourés de haies, de brise-vents, d'arbres. Parfois, c'est des îlots d'arbres parce que c'est un peu trop humide, puis on ne veut pas aller cultiver là où c'est trop humide. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup d'espaces qui ne sont pas, outre les parcelles de fourrage, qui ne sont pas occupés par de l'herbe qui pousse à la saison, qu'on fauche pratiquement jamais. Donc, c'est certainement, je pense, des espaces appropriés pour avoir de la diversité faunique en particulier, là, donc des espaces pour que les oiseaux puissent probablement nicher. Moi, mes chevaux sont des abris, puis ils restent là. Pourquoi ils restent des abris, les chevaux, quand il fait chaud? Parce que j'ai mes hirondelles. Les hirondelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les bébites qui sont des abris, puis les bébites sont des abris, mais ils touchent pas à mes chevaux, mais mes chevaux sont moins tannants, puis ils restent calmes. Tout ça fait qu'on s'entraide. C'est pour ça qu'au bout de la ligne, avec le projet du Duraclub, on trouve ça très intéressant. Puis on est prêt aussi à faire des changements ou des améliorations sur la ferme pour aider à la nature comme telle, là. Autant les oiseaux que les animaux en général. Toute la question de la biodiversité, pour nous autres, c'est vraiment, ça va avec le reste, là, avec les nichoirs et tout ça. Puis l'importance de l'agroforesterie, l'importance des arbres dans les champs, on en parle de plus en plus. La pomiculture a quand même une pression de ravageurs importante, puis des ravageurs multiples là, de toutes sortes. Sans savoir s'il y a un effet direct, on peut anticiper que le fait de plus de présence d'oiseaux, des insectivores bien sûr, plus on est capable d'avoir un certain contrôle sur nos ravageurs, ce qui est aidant. Ça change pas la donne en termes de production agricole, mais ça change la donne en termes d'écosystème agricole. Puis ça, pour nous, c'est très précieux.